Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de parler d'un sujet particulier. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais bon voilà, j'ai quelques occupations en ce moment. Et aussi je n'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration, il faut l'admettre, pour faire des nouvelles vidéos. Je ne vois pas l'intérêt de faire comme ce que font certains sur YouTube, c'est-à-dire de faire des vidéos pour toujours dire la même chose. Voilà, j'estime qu'en faisant ça, je perdrai mon temps et je vous ferai perdre votre temps à vous aussi, chose que je ne veux pas faire. Mais voilà, ici, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce que, en quelque sorte, la modernité, si je puis dire, me fatigue, mais me fatigue vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, partiellement tout ce qui est en rapport avec la médecine moderne, me fatigue énormément, puisque voilà, ce sont des personnes qui pensent avoir tout découvert, avoir tout inventé, alors qu'en réalité c'est totalement faux. Tous les ancêtres, les anciens qui nous ont précédés, savaient et avaient vu la même chose, si je puis dire. C'est juste qu'en fait ils utilisaient des mots différents et ils avaient une vision beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale. Ils comprenaient réellement les choses, alors qu'aujourd'hui, les scientifiques modernes, si on peut les appeler comme ça, s'amusent à nommer les choses différemment, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus utiliser les anciennes qualifications, les anciens termes, voilà, parce qu'ils sont jugés trop blessants ou je ne sais quoi. Voilà, il y a cette sorte de bien-pensance moderne où on ne veut plus utiliser les mots, par exemple utiliser le mot d'hystérique, ça on ne veut plus l'utiliser, alors que c'est exactement comme ça que l'on appelait les choses, dans l'ancien temps, mais on va en parler justement dans cette vidéo. Alors, par le passé, j'avais fait une vidéo, alors excusez-moi le focus, par le passé, j'avais fait une vidéo sur tout ce qui était HPI, vous savez, haut potentiel intellectuel, etc., en disant que pour moi c'était des bêtises, et je maintiens que pour moi ce sont des bêtises, puisque en réalité c'est en fait le versant opposé de ce que l'on va voir aujourd'hui sur le TDAH. Voilà, donc HPI, qu'est-ce que c'était? C'était le haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce que ça signifie TDAH? Ça signifie trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Voilà. Et donc, du côté du HPI, on était tout simplement dans un profil intellectuel, c'est-à-dire dans un profil masculin, si je puis dire. Si vous suivez mon travail, voilà, ici, je vais rappeler que je suis auteur, que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comprendre la dualité du masculin et du féminin », édité aux éditions Le Lys Bleu, voilà, où je donne toutes les caractéristiques pour différencier le masculin et le féminin. Et donc, comme je l'ai dit, le HPI, c'était en réalité un profil masculin, c'est-à-dire, si on peut le résumer de cette façon, le masculin, c'est un profil qui est intellectuel. Voilà, c'est un intellectuel. Et c'est également ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est spirituel. Voilà, si on veut un peu simplifier les choses, voilà, c'est l'intellectuel et c'est le spirituel, puisqu'en réalité c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est les chakras supérieurs, etc. Et le féminin, ça va être les chakras inférieurs, ça va être la personne qui va être plus émotionnelle, plus ancrée, etc. Et qu'est-ce qu'on va retenir dans l'émotionnel particulièrement? Ça va être le chaos émotionnel, voilà, contrairement au masculin qui est gouverné par l'ordre mental. Là on a le chaos émotionnel et c'est quelque chose qui va ressortir très clairement dans tout ce qui va être trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et justement on va voir ça tout de suite. Alors voilà, là je suis sur un site, donc voilà, plus officiel que ça, c'est un petit peu difficile, ça s'appelle psychologue.net. Voilà, et donc ce site, il veut nous aider à comprendre le TDAH, donc je rappelle, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez l'adulte, avec 8 symptômes pour identifier ce trouble, voilà. Et donc, quels sont ces 8 symptômes? On descend, on descend, on descend. Voilà. Donc là, on a les symptômes de l'inattention. Tout d'abord, donc, incapacité à maintenir l'attention. Voilà, l'inattention signifie ne pas être capable de se concentrer sur certains détails ou de ne pas porter son attention sur certaines tâches. Cela peut affecter le travail ou l'école. C'est le fait de ne pas écouter. Un autre symptôme de l'inattention est la tendance à ne pas écouter lorsque les autres leur parlent. Ne pas suivre les instructions. Les personnes atteintes de TDAH ont des difficultés à suivre les instructions
ou à accomplir certaines tâches. C'est un manque d'organisation. Un autre symptôme du trouble du déficit de l'attention est la difficulté à s'organiser tant dans l'espace qui l'entoure que mentalement. C'est le fait de perdre des objets. Voilà, les enfants, les adolescents ou les adultes atteints de TDAH ont tendance à perdre des objets car ils oublient souvent ce qu'ils portaient. C'est le fait d'éviter l'effort. Un adulte atteint de TDAH fuira souvent les tâches qui exigent un effort mental soutenu. Les distractions, l'inattention inhérente au TDAH implique également des distractions fréquentes. Et enfin, l'oubli fait également partie du diagnostic du TDAH chez les adultes. En effet, les personnes atteintes de TDAH oublient souvent des tâches à accomplir ainsi que des faits importants. Alors voilà, là déjà c'est extrêmement clair en réalité. Je ne sais même pas comment est-ce que toutes ces théories qui pour moi sont fumeuses peuvent faire autant d'émules, peuvent faire autant d'adeptes. Concrètement, ça ne peut venir que d'une méconnaissance vraiment des modèles anciens et justement de ce qui caractérise le masculin et le féminin, puisque là, qu'est-ce que l'on observe? C'est une incapacité donc à maintenir l'attention, c'est-à-dire à focaliser son attention, c'est-à-dire à, en quelque sorte, contrôler son esprit. Le fait de ne pas écouter, d'avoir tendance justement à être distrait, c'est pareil, c'est le fait de ne pas être mentalement fort, si je puis dire. Ne pas suivre les instructions. Les personnes atteintes de TDAH ont des difficultés à suivre les instructions, etc. Ça vient en fait de la volonté du féminin d'agir de par ses propres moyens et sans subir d'oppression extérieure. Voilà, c'est ce que j'ai appelé donc dans mon livre la peur du rejet, mais ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que le féminin n'aime pas obéir, n'aime pas suivre et écouter les ordres. Et ça peut être vraiment des influences inconscientes également. Donc voilà, là on relève le fait qu'ils ne suivent pas les instructions. Manque d'organisation, c'est pareil, l'organisation c'est quelque chose de mental, c'est quelque chose où mentalement on est capable de contrôler notre espace extérieur, notre organisation. Et puis tout ce qui est en rapport justement avec la mémoire, l'oubli, la perte des objets, etc. Ça, c'est en rapport également avec le masculin, puisque le masculin, c'est celui qui permet de mémoriser. Oui, puisque la mémorisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de maintenir une information en soi, à l'intérieur de son cerveau, pour s'en rappeler, pour s'en souvenir. Comment est-ce que l'on fait pour mémoriser une information? On prend une information à l'extérieur, on essaye de la tourner dans tous les sens pour voir comment est-ce qu'elle est bâtie, comment est-ce qu'elle est construite, pour essayer de la comprendre, et puis ensuite pour l'intégrer à l'intérieur de soi. Une fois qu'elle est intégrée, on tente de la maintenir en place. Voilà, ça c'est la mémorisation, ok? Et donc pourquoi est-ce que le TDAH, soi-disant, n'arrive pas à se souvenir de certaines choses, etc. Parce qu'il manque de contrôle, voilà, parce qu'il n'arrive pas à se souvenir des choses, il manque de masculin. C'est vraiment une symptomatologie typique d'un féminin exacerbé en réalité. Donc on continue, il y a l'hyperactivité, donc on a une agitation, ils disent, les personnes souffrant d'hyperactivité sont souvent agitées, ou ont même tendance à se tortiller lorsqu'elles sont assises, se lever fréquemment. Donc avec le TDAH, les personnes se lèvent souvent, même si c'est inapproprié sur le moment. Le fait de ne pas pouvoir se taire. Souvent, les personnes atteintes de TDAH, lorsqu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, se sentent incapables de participer à des tâches qui nécessitent du silence. Un bavardage excessif, Les adultes atteints du TDAH, ainsi que les adolescents et les enfants, ont tendance à parler beaucoup. Interrompre les autres. L'hyperactivité affecte également les relations. En fait, dans de nombreux cas, les personnes atteintes du TDAH peuvent interrompre les autres lorsqu'ils parlent en essayant de terminer leur phrase avant qu'elle ne soit terminée. Et donc là, c'est exactement la même chose. En réalité, on observe vraiment un féminin exacerbé qui provient en fait du chaos émotionnel présent chez le féminin. Et c'est exactement ce qu'on observe. Agitation. Voilà, elles sont agitées parce qu'elles n'arrivent pas à maîtriser leur chaos intérieur. Elles se lèvent fréquemment, c'est pareil, elles manquent de discipline en réalité. Le fait de se maintenir en place, etc., et de focaliser son attention sur quelque chose, c'est quelque chose de masculin parce que c'est la discipline. Et bien là, elles manquent de ça, de ne pas pouvoir se taire
Ça, il faut que je développe un petit peu. Bavardage excessif, c'est pareil que le précédent. Oui, donc là, interrompre les autres, c'est le fait de ne pas pouvoir se taire, justement. Hein. Donc ça revient un petit peu à ce point-là. Donc là, j'ai mis à l'image le schéma qui est dans mon livre, d'ailleurs, hein, sur les 7 chakras, pour bien les visualiser. Hein. Là, je ne peux pas vous montrer avec mon curseur, parce que je n'ai pas trouvé d'autres solutions de le mettre à l'écran. Mais vous le voyez très bien, de toute façon, on a du chakra le plus inférieur, le chakra racine, jusqu'au chakra le plus supérieur, le chakra couronne, donc. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ici je voulais vous dire par rapport justement au fait, eh bien que ici on observe le fait que le féminin, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein, n'arrive pas à se taire à du bavardage excessif, etc. Donc comment est-ce que l'on peut l'expliquer grâce justement à cette manière de voir les choses avec les 7 chakras, et le masculin et le féminin, parce que comme je vous l'ai dit, les chakras supérieurs c'est normalement associé au masculin, et donc il y a aussi le chakra de la gorge, normalement associé au masculin, ce qui est en rapport avec la parole, etc. Mais ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies du masculin et du féminin, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui bouge, etc. Et que donc le masculin, lui, il va commencer en haut et qui va avoir tendance à vouloir descendre, ok, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer par l'intellect, ou par le fait de percevoir certaines choses, d'avoir certaines intuitions, ce genre de choses, hein. Et donc ça va descendre, voilà, hein. Et donc le chakra de la gorge, il va être la résultante en fait de son mental, de sa capacité à réfléchir, etc. Donc en fait, ça va être pour parler de ses idées, par exemple, ce genre de choses, hein. Voilà. Mais le féminin, lui, il va commencer en bas, au niveau émotionnel, hein. Donc voilà, le chakra émotionnel, c'est le chakra sacré, hein, typiquement. Oui, en fait, je suis en train de me rendre compte que je montre avec la souris, mais que vous ne devez certainement pas voir, je suis désolé, hein, mais voilà, c'est le chakra sacré, donc celui qui est orange, là. Après, le chakra racine, c'est par rapport à tout ce qui est sécurité financière, voilà, c'est ce genre de choses. Mais donc ici, chez le féminin, on va observer donc un chaos émotionnel, hein, chose qui est retranscrit justement dans les symptômes du TDAH, comme ils disent, hein, c'est-à-dire l'agitation, se lever fréquemment, etc. Et donc il y a un chaos émotionnel et en fait l'énergie du féminin a tendance à monter, hein, et ce qui fait qu'en fait si l'énergie monte suffisamment et qui va jusqu'au chakra de la gorge, eh bien c'est exactement ça qui va se retranscrire dans sa parole et dans sa manière d'agir et de communiquer surtout vis-à-vis des autres. C'est justement cette agitation, ce chaos émotionnel, hein. Et c'est pour ça en fait que l'on observe chez le féminin donc, eh bien, le fait de ne pas pouvoir se taire, le bavardage excessif, le fait d'interrompre les autres, etc., ça provient de ça, de ce chaos émotionnel. C'est le fait, par exemple, eh bien, si le féminin a tendance à vivre beaucoup d'expériences, voilà, parce que généralement, il aime bien ça, vivre certaines expériences, faire de nouvelles découvertes, voilà, ce genre de choses, eh bien, le féminin a tendance à vouloir les partager avec tout le monde, donc à bavarder beaucoup, à parler beaucoup, et à ne pas pouvoir s'arrêter, voilà, hein. Tout simplement parce qu'en fait le féminin manque de discipline, il n'est pas en quelque sorte suffisamment, suffisamment posé de ce point de vue-là, hein. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Ensuite on passe à la suite, donc là c'est les symptômes du TDAH chez l'adulte, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Mauvaise gestion du temps. Un adulte atteint du TDAH peut présenter des difficultés à gérer son temps, se trouvant incapable de présenter certaines tâches en temps voulu. Voilà, donc ça c'est encore une fois le manque d'organisation, hein. Distractibilité fréquente, c'est la même chose. Voilà, un adulte atteint de TDAH présente également des distractions fréquentes, difficulté à se concentrer, à focaliser son attention, désorganisation, la même chose. Impulsivité, un adulte atteint de TDAH a également un comportement impulsif. En fait, dans certains cas, ils peuvent faire ou dire des choses sans penser aux conséquences, hein. Voilà, c'est typiquement quelque chose de féminin puisqu'il y a un manque de contrôle intérieur. Les choses sortent trop vite, hein. Et donc voilà, sans penser aux conséquences, hein. Faible estime de soi. Alors, il y a, enfin, sur tout ce qui concerne l'estime de soi dans mon livre, j'ai vraiment essayé de mettre ça un petit peu entre parenthèses et comment dire,
d'alerter sur cette chose, hein, parce qu'en réalité, le fait de dire qu'on a une faible estime de soi n'a pas beaucoup de sens. C'est comme la confiance en soi, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens utilisent ce terme un peu à tort et à travers et pour dire différentes choses, donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, hein. Mais bon, là, ils nous disent l'un des symptômes les plus courants du TDAH chez les adultes est une faible estime de soi. La raison en est que ce trouble peut rendre certaines tâches quotidiennes difficiles, avec pour conséquence un sentiment d'inadéquation ou une mauvaise image de soi. Bon, voilà, c'est possible. Manque de motivation. Les personnes atteintes de TDAH peuvent éprouver un manque de motivation en raison de la désorganisation ou des problèmes d'attention associés à ce trouble. Voilà, c'est encore donc la même chose. Manque d'organisation, donc manque de masculin, voilà, vous l'avez bien compris jusqu'à maintenant. La fatigue, le stress et l'anxiété liés aux symptômes du TDAH chez l'adulte peuvent entraîner une sensation de fatigue constante. Voilà. Problème relationnel, hein, donc les symptômes du TDAH affectent également les relations. En fait, les adultes atteints du TDAH peuvent se sentir coupables de certaines des attitudes sociales associées au TDAH. Donc ça dépend vraiment des personnes, hein. Peut-être que certaines vont avoir un sentiment de culpabilité, mais ce sentiment n'est pas présent chez tout le monde, hein, ça je peux vous l'assurer. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, notamment au niveau de la fatigue. Il nous parle de stress et d'anxiété, mais il faut savoir que le féminin est relié à 2 éléments, hein, parmi les 4 éléments, selon la vision occidentale des choses. Le féminin va être relié à l'eau, et va être relié donc à la terre. Voilà, la terre, c'est la sécurité matérielle et financière, l'eau, ça va être tout ce qui est émotion, etc. Et donc, selon la vision hippocratique de la médecine, il y a des tempéraments, hein, et l'eau va être associée au tempérament lymphatique, la terre va être associée au tempérament nerveux, hein. Et donc voilà, c'est là où on va en fait retrouver cette symptomatologie du stress et de l'anxiété, partiellement reliée à l'eau, partiellement reliée au tempérament lymphatique. Voilà, tout ce qui va être peur, anxiété, etc., ça va être le tempérament lymphatique, donc c'est tout à fait normal de le retrouver ici, hein. Cela n'est absolument pas choquant. Donc voilà, le reste on va laisser pour cet article. Ensuite, il y a un deuxième article que je voulais voir avec vous, hein. Donc je vérifie qu'il est bien, il apparaît bien à l'écran, oui. Et donc ce deuxième article, hein, c'est sur le site tdahfocus.com. Donc là, c'est encore un site, si je puis dire, tout ce qui est le plus officiel, enfin pas officiel, mais je veux dire normalement relativement fiable là-dessus, hein, voilà. Et donc là, ils nous disent qu'il y a 3 types, se disant, de TDAH, hein, le type inattentif, le type hyperactif impulsif et le type combiné, c'est-à-dire avec les deux, quoi. Et donc, on va descendre un petit peu, hein, pour un petit peu analyser qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, hein. Là, c'est pas très important. De toute façon, je mettrai tous les articles en description de la vidéo si vous voulez aller les visionner par vous-même, hein. Et donc là, qu'est-ce que l'on observe? TDAH, la prédominance inattentive. Donc voilà, sans hyperactivité, hein, ils disent. Et l'une des formes les plus silencieuses du trouble. Ils nous disent, et c'est important, il touche plus fréquemment les femmes et reste largement sous-diagnostiqué car il ne provoque pas de comportement perturbateur visible. Discret mais profondément impactant, ce profil est souvent interprété à tort comme de la paresse, un manque de motivation ou un tempérament rêveur. Voilà pourquoi est-ce que c'est important que ça touche le plus fréquemment les femmes, hein. Eh bien tout simplement parce que cela est en rapport avec le féminin, donc avec l'énergie du féminin, et bien évidemment que on va le retrouver plus fréquemment chez les femmes. Voilà, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont avoir une tendance aux troubles de l'attention, etc. Là, il peut y avoir des femmes justement plus masculines et qui ont réussi à tempérer ce côté féminin, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui touche plus fréquemment les femmes. Et lorsqu'ils disent que c'est souvent interprété à tort, machin, ça on voit en fait la bien-pensance moderne, que c'est souvent interprété à tort comme de la paresse, un manque de motivation ou un tempérament rêveur, sauf que c'est comme ça que cela transparaît à l'extérieur, c'est-à-dire que, oui, on va voir ça comme de la paresse, comme un manque de motivation, c'est-à-dire un manque de masculin, puisque la motivation c'est quelque chose de masculin, c'est ça qui nous permet en tant que masculin d'agir,
d'aller dans une direction, de vouloir entreprendre une action particulière, c'est parce qu'on a la motivation de faire quelque chose. Un tempérament rêveur, ben oui, c'est quelque chose qui est en rapport avec le féminin. Pourquoi? Parce que c'est le tempérament lunatique, c'est celui qui est trop distrait facilement, etc. Donc oui, c'est en rapport avec un tempérament rêveur. Donc voilà, grande souffrance intérieure, etc. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, encore une fois, donc parmi les signes les plus fréquents, difficulté à maintenir l'attention lors de tâches longues, répétitives ou peu motivantes. Qu'est-ce qu'on voit encore? Oubli fréquent, encore cette question de mémoire. Oubli fréquent, rendez-vous, ou objet, consigne ou information importante. Tendance à l'hyperfocalisation sélective. Donc ça, c'est aussi un point important. Une concentration extrême sur une activité plaisante au détriment du reste. Alors ça, qu'est-ce que l'on voit là-dedans, hein? Il y a ce côté chez le féminin de vouloir focaliser son attention sur ce qui nous fait plaisir, et au contraire de ne pas réussir à travailler sur quelque chose qui est que l'on va juger comme étant peu motivant, répétitif, ou voilà, fatigant et pas, pas stimulant. Voilà, hein. Il y a ce côté chez le féminin vraiment très présent. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui est en rapport avec le plaisir, eh bien, c'est en rapport avec le chakra sacré. Hein, voilà. Et vu que l'énergie du féminin part d'en bas pour monter en haut, eh bien, forcément, hein, vous avez tout ce qui va être en rapport avec le plaisir, qui va nous porter plus, si je puis dire, d'attention. On va pouvoir plus focaliser notre attention là-dessus. Mais tout ce qui va être jugé un petit peu, eh bien, justement, ennuyant ou ce genre de choses, eh bien, cela va être beaucoup plus compliqué. Voilà, tout ça, c'est parce que, eh bien, l'énergie part d'en bas pour monter en haut. Hein. Donc, au moment de rêverie prolongée, regard dans le vide, sensation d'être déconnecté. Hein. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc ensuite, après dominance hyperactive, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hein? Donc souvent repéré dès l'enfance, la plus visible et la plus médiatisée de ce trouble. Il se manifeste par une agitation constante, des comportements impulsifs, donc ça on a déjà parlé, hein, une difficulté à rester concentré, encore une fois, hein, dans un cadre structuré. Hein. Donc voilà, typiquement, hein, ça c'est quelque chose de masculin, rester concentré dans un cadre structuré, sans compter que le cadre structuré peut être ressenti un petit peu comme oppressif. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va aider le féminin, au contraire, puisque le féminin est beaucoup trop chaotique à l'intérieur de lui. Donc chez les enfants, cette forme est souvent détectée rapidement en raison des perturbations qu'elle peut générer à l'école ou en groupe. Mais à l'âge adulte, l'hyperactivité prend souvent une forme plus intérieure, plus difficile à identifier. Voilà, parce qu'il y a toujours de toute façon une sorte de tempérance avec le temps, un équilibrage qui se fait, etc. Forcément, l'enfant, eh bien, va être plus déséquilibré, hein, de ce côté-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc incapacité à rester assis longtemps, besoin de bouger, courir, grimper, même dans des contextes inadaptés, interruptions fréquentes, réponses précipitées, impulsivité verbale ou physique. Donc on en a déjà parlé, hein, c'est ça, hein, c'est le féminin qui n'arrive pas à contrôler, si je puis dire, et avoir assez de discipline sur ses émotions et sur son état intérieur, et que si cette énergie monte suffisamment, eh bien cela va entraîner justement ce genre de choses. Hein. Donc l'agitation est moins visible à l'âge adulte, mais on observe toujours une agitation mentale constante, avec un enchaînement rapide de pensées, difficulté à ralentir ou à faire le vide, besoin compulsif de stimulation, hein, encore une fois, hein, multitâches, interruptions fréquentes de ses propres activités, recherche permanente de nouveautés. Là, c'est typiquement féminin, puisque le féminin aime beaucoup expérimenter de nouvelles choses. Il n'arrive pas à se focaliser sur une seule activité. Hein. Donc ensuite, cette hyperactivité mentale peut passer inaperçue de l'extérieur, mais elle entraîne une grande fatigue cognitive, des difficultés à se concentrer durablement et un sentiment de saturation rapide. Voilà, parce qu'il n'est pas suffisamment fort mentalement. C'est ça ce qu'il faut lire quand on lit ce genre de choses. Hein. Donc ensuite, symptômes fréquents chez adultes, machin. Donc avec incapacité à rester en place, passage d'une tâche à l'autre sans les terminer. Hein. Donc on l'a un petit peu vu, hein, déjà.
L'hyperactivité mentale empêche de se concentrer sur une seule chose à la fois. Résultat, plusieurs projets démarrés, peu aboutis. Origine neurologique, un déficit de régulation de la dopamine, neurotransmetteur impliqué dans la motivation et la récompense. Bref, conséquence, accumulation de tâches inachevées, frustration, sentiment d'échec récurrent. Hein, voilà. Mais c'est parce qu'en fait, il commence plein de choses, ou il fait plein de choses en même temps, mais vu que quand on fait plein de choses en même temps, eh bien on n'arrive pas à faire une chose correctement et à fond, eh bien c'est ça ce que ça donne. Hein, parce que, enfin, on connaît tous un petit peu la blague ou le dicton qui dit que les femmes peuvent faire plein de choses à la fois, mais que l'homme, lui, il se concentre sur une seule chose. Hein, c'est une blague, voilà, que l'on entend souvent. Mais en fait, ça vient de là, en réalité. Hein. C'est que les femmes réussissent à faire plein de choses en même temps, mais ne le font pas à fond complètement. Elles sont dispersées beaucoup plus facilement. Alors que l'homme, au contraire, généralement, eh bien, souhaite approfondir un domaine, travaille profondément sur une seule chose, etc. Donc généralement, l'homme ne fait pas plusieurs choses à la fois, mais le fait mieux. Donc débit de parole rapide et discours dispersé. Voilà, donc ça c'est la même chose, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est en rapport donc avec le chaos émotionnel qui monte. Et donc discours dispersé, c'est parce qu'il n'arrive pas à structurer son mental, structurer sa pensée. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a un discours dispersé. Ensuite, donc prise de risque, achat impulsif, conduite à risque, changement professionnel brusque. Donc voilà, ça c'est agir de manière impulsive et sans réfléchir aux conséquences. Voilà, c'est encore une fois, on n'a pas le mental suffisamment développé, on se lance, si je puis dire, à l'aveugle, et on ne réfléchit pas suffisamment pour anticiper donc les conséquences de nos actes. Et donc souvent, il y a des conséquences non prévues et il peut y avoir bien justement du regret par la suite, hein, puisque bien on a agi de manière impulsive. Donc recherche de dopamine, etc. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour. Hein. Difficulté à respecter les hiérarchies. Hein. Ça on l'a vu, hein, c'est la difficulté à obéir et à écouter les ordres, si je puis dire, entre guillemets. Hein. Manque de stabilité. Hein, tu vois, estime de soi, sentiment de culpabilité après coup, mais ça doit être certainement présent chez certains, mais pas chez tous, hein, parce que moi j'ai pu observer justement chez certaines personnes, il n'y a pas du tout ce sentiment de culpabilité après coup, hein, parce qu'ils ont dépassé en quelque sorte la culpabilité, et en fait, en réalité, ce dépassement de culpabilité après coup donne une personne beaucoup plus égocentrique et avec un comportement beaucoup plus, si je puis dire, insupportable. Hein, voilà, parce qu'en fait, au moins celui qui fait tout ça, mais qui a un sentiment de culpabilité par la suite, on peut dire qu'il a encore un petit peu de jugeote, qu'il a encore une certaine forme de morale intérieure, si vous voulez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'il se rend compte un petit peu bien, du mal qu'il peut faire autour de lui à cause de son comportement un peu chaotique, mais celui qui a dépassé ce sentiment de culpabilité, bien lui, en fait, il n'a plus aucune limitation intérieure. Hein. Donc ça, c'est encore pire. Incompréhension de ses propres réactions, voilà, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mental suffisamment fort, il ne comprend pas, il n'arrive pas à mentaliser. Saute d'humeur imprévisible, frustration mal tolérée, comportement ou parole impulsive, réaction disproportionnée. Bref, tout cela m'a l'air très clair. Ici, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que l'on raconte sur le TDAH et j'ai tenté, tout du moins, bien de vous prouver que cela, en réalité, a un rapport direct avec les énergies du masculin et du féminin et que là, en réalité, on se retrouve face à un féminin prédominant, exacerbé et avec un manque cruel de masculin, hein, ce manque de discipline, ce manque d'organisation, ce manque de focalisation. Voilà, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de masculin. Et pour conclure donc cette vidéo, ici j'ai lu un article récemment donc sur le site d'Intégralisme Organique, hein, qui parle du sexe faible au monde médiéval, notion fondamentalement spirituelle non matérialiste. Voilà, donc ça nous parle un petit peu de la vision, si je puis dire,
ancestrale que l'on avait de l'homme et de la femme, etc., notamment avec cette histoire de sexe faible, mais on va en parler ici, et justement ce rapport eh bien, du masculin et du féminin qui à l'époque n'était pas appelé comme ça, puisque au XIXe siècle et avant, eh bien, c'était une vision beaucoup plus symbolique de l'homme et de la femme, c'est-à-dire quand on parlait d'homme, eh bien, on parlait du comportement de l'homme, hein. On parlait de l'énergie de l'homme. Et quand on parlait de la femme, on parlait du comportement de la femme, on parlait de l'énergie de la femme. On ne parlait pas de l'homme ou de la femme de manière matérielle et de manière, si je puis dire, aussi concrète qu'aujourd'hui. Les mentalités ont changé, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pour ça qu'ils disent notion fondamentalement spirituelle et non matérialiste. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est matérialiste, voilà, où quand on va parler de l'homme ou de la femme, eh bien, tout de suite, les gens vont se sentir visés, oui, puisque nous, eh bien, nous sommes un homme et donc on ne réagit pas de cette façon, ou nous sommes une femme et on ne réagit pas de cette façon, etc. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque l'on parle de l'homme ou de la femme, eh bien, dans les textes anciens, eh bien, on parle de l'énergie du masculin et de l'énergie du féminin, comme ce que moi je l'ai donc appelé dans mon livre. Donc voilà, comprendre la dualité du masculin et du féminin. Voilà. Et donc ici, hein, on va lire un petit peu, on va bien sûr pas tout lire parce que c'est un peu long, mais je le mettrai en description de cette vidéo. Et donc qu'est-ce qu'on va lire, hein? Naguère encore la simple mention de sexe faible charriait toute une clameur de sycophante, point tant pour en débattre que pour en conjurer le souvenir de jadis, comme si toute tradition ne méritait que mépris et réprobation. Or, contre ces préjugés et autres simplifications hâtives, nous avons à cœur de réhabiliter à mains égards, la finesse anthropologique et théologique de la dite expression, en particulier dans son acception médiévale, voire moderne, non dégénérée. Car cette faiblesse ainsi nommée ne désignant point une infériorité méprisable ou un ostracisme hostile, relevé d'une conception organique, morale et métaphysique du monde, enracinée dans les grands axiomes de la théologie catholique et dans les réminiscences antiques. La femme, si elle fut dite faible, le fut précisément car plus proche de l'affectif, du changeant, ce qui, dans une société régie par l'ordre et le sacré, en faisait un être autre, certes, mais non ravalé. Aussi convient-il d'en restituer l'architecture conceptuelle, de corriger les mésinterprétations modernes et de rappeler l'héritage d'Aristote tel qu'assimilé par les docteurs du monde médiéval. En effet, la notion moderne de sexe faible est souvent comprise dans une logique musculaire ou d'endurance, là où le Moyen-Âge jugeait sur la base d'une anthropologie morale. L'homme est le principe actif de la génération, la femme principe passif. Ce modèle est repris au Moyen-Âge sans haine, comme un fait naturel, structurant une division fonctionnelle des rôles. Cette trame allie la rigueur scolastique et la ferveur évocatrice en se parant des symboles et ornements requis. Donc là, je ne vais pas lire les définitions. Donc là, il y a quelques sentences d'autorité. Hein. Le mâle est le mâle en vertu d'une certaine capacité et la femelle est femelle en vertu d'une incapacité. La femelle est, pour ainsi dire, un mâle manqué. Chez l'homme, c'est le principe actif le plus chaud qui engendre. Chez la femme, c'est un principe plus froid, passif, qui ne fait que fournir la matière. Donc voilà, ça c'est de Aristote, bien sûr, Génération des animaux. Le courage d'un homme consiste à commander, celui d'une femme à obéir. Ça montre bien qu'en fait, l'homme n'a pas tendance à commander de manière naturelle, et que c'est quelque chose qu'il doit apprendre à faire. Et au contraire, la femme n'a pas tendance à obéir de manière naturelle, et c'est quelque chose qu'elle doit apprendre à faire. Quant à l'intelligence, la femme est sans autorité, l'enfant est imparfait, l'esclave est privé de raison. Bref, on va continuer un petit peu. L'époque médiévale, donc sexe faible car livré aux passions. L'époque médiévale, dans son humilité théologique, désignait comme faible le sexe féminin à raison de sa plus grande porosité aux passions, dûment identifiée dans la science des humeurs. La femme davantage gouvernée par le sang et la lymphe,
demeure plus sujette à l'émotion, à l'instabilité de l'âme. Ce que l'on désignait ainsi ne relevait pas de l'injure, mais d'un diagnostic médical et physiologique autant que moral, corroboré entre autres par la tradition biblique elle-même. Et ce constat ouvrait à une compassion éclairée et à une organisation fonctionnelle du corps social, car l'émotion n'est point non plus diabolique, elle peut être un élan vers l'autre, source de douceur et d'empathie, apanage de la maternité et du lien. Voilà, donc là, c'est très clair, en fait, on nous dit que voilà, le sexe féminin a en fait une plus grande porosité aux passions, il est plus livré aux passions bien que le sexe masculin. Voilà, et c'est ça qu'en fait qui différencie donc le masculin et le féminin. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Dérive moderne, réduction matérialiste et négation de la verticalité. L'époque contemporaine, dans sa chute vers le matérialisme, a fait de la notion de faiblesse un jugement physique. Force musculaire, endurance, rendement, tels sont les nouveaux dieux de l'époque qui jugent désormais le sexe faible à l'aune du trivial. Cette lecture profane, bien que tenant encore des réalités concrètes, escamote toute portée spirituelle, toute anthropologie supérieure pour y substituer une logique physique de concurrence et in fine entre individus interchangeables. On ne répartit plus les rôles, on les fusionne dans la confusion. Donc là, je passe un petit peu. Moi, je lis juste la première phrase quand même. Pique la lecture plongée dans la matière exclusive, l'hostilité égalitariste et implicite envers le féminin en tant que tel, la femme doit se faire homme pour faire carrière. Ouais, c'est surtout ça qui m'intéresse après. De la froideur féminine chez Aristote, une logique de fonction. Le philosophe grec antique Aristote le Stagirite enseignait que l'homme est chaud, principe actif, la femme froide, principe passif. Cette analyse, reprise dans le monde médiéval et ecclésiastique, relevait d'un ordre naturel assumé. Les fonctions diffèrent sans que la dignité dite humaine en souffre. La chaleur de l'homme est le principe de mise en mouvement, dynamisme total. La réceptivité féminine en est le sanctuaire. Ensemble, ils engendrent la vie à l'image du mystère de l'incarnation. Ce modèle, loin d'être rétrograde et périmé, demeure structurel et même valable ad vitam aeternam. Donc voilà, ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, les anciens du temps d'Aristote connaissaient ce genre de choses, et c'est vraiment la modernité qui a voulu déconstruire ces modèles, alors que eh bien, c'est ça la réalité des choses, si je puis dire. Moi, dans mon livre, je me suis servi eh bien, de la vision chinoise du yang et du yin, etc., pour décrire en fait les énergies du masculin et du féminin. C'est-à-dire que dans la vision chinoise, eh bien, le yang, c'est-à-dire le masculin, va être rattaché justement au principe qui est chaud, au soleil, à celui qui va être actif, etc. Alors qu'au contraire, c'est le yin qui est rattaché au principe froid, à la lune, au passif, ce genre de choses. Mais ici, en fait, on voit bien que, selon les deux modèles de pensée, eh bien, on atteint les mêmes conclusions, on arrive à la même conclusion. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, et tout ça, tout le reste. Et sur ce, bien, je vous souhaite une très bonne journée à vous, et à bientôt. Je ne sais pas quand je vais faire une autre vidéo, mais bon, voilà.